La culture ukrainienne est un autre combat existentiel de la guerre russe contre l'Ukraine. Comment juger la Russie pour la destruction et le pillage du patrimoine culturel ukrainien? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Christian Castagna, politiste français, et aussi Ksenia Kravtsova, artiste ukrainienne qui habite en France depuis des années. Christian fréquente l'Europe de l'Est et les Balkans depuis le milieu des années 1980. Aujourd'hui, tous les deux, Christian et Ksenia, sont membres de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Ils animent notamment le groupe de travail en charge des investigations relatives à la destruction du patrimoine culturel ukrainien. Ils vont publier une tribune dans Le Monde concernant la nécessité de bouter la Russie hors du Conseil international des musées. Bonjour Christian, bonjour Ksenia. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes tous les deux membres de l'association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Vous êtes très actifs tous les deux dans ce soutien à l'Ukraine qui est crucial, qui est essentiel pour le pays en guerre depuis bientôt 3 ans, cette guerre de grande échelle, et depuis bientôt 11 ans, la guerre que la Russie avait imposée à notre pays. Christian, vous êtes politiste, vous connaissez très bien la région de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, vous avez parcouru les Balkans à l'époque, vous connaissez aussi l'Ukraine depuis pas mal d'années. Et ma première question serait à vous, d'où est-ce que cet intérêt pour l'Ukraine indépendante et d'où vient en fait votre motivation à œuvrer, à être actif en faveur de l'Ukraine? Bonjour, merci pour ce podcast. Simplement, mon intérêt pour l'Ukraine s'est construit en 2 temps. Le premier, ça a été effectivement le Maïdan, quand on a vu en France ces manifestations pour demander l'Ukraine vers l'Europe et non pas l'Ukraine vers la Russie, et des jeunes qui étaient prêts à se battre pour cette revendication. C'est quelque chose qui nous a interpellés ici à Paris, surtout quand on a vu des gens qui pouvaient tirer sur des gens qui avaient cette revendication-là. C'était quelque chose qui était véritablement extraordinaire dans le sens sorti de l'ordinaire. Et aujourd'hui, ce qui m'a ramené à cette réalité-là, c'est qu'aujourd'hui, quand je travaille avec des ONG ukrainiennes, je me rends compte que c'est cette génération-là de personnes qui s'est battue il y a maintenant une dizaine d'années, qui est en charge de la société civile et qui s'occupe notamment de tout ce travail d'enquête sur les crimes de guerre d'un côté, et d'un autre côté, qui travaille aussi sur la résilience par rapport à ces crimes. Et donc, par rapport à, entre guillemets, mon activité balkanique, ça m'a énormément touché parce que du côté balkanique, on a cet essoufflement vis-à-vis de l'Europe, et on a cet essoufflement de la société civile. Et il était important pour moi de voir que il y avait encore des gens qui pouvaient croire en leurs convictions, qu'il y avait des gens qui pouvaient se battre, et des gens qui pouvaient croire encore au projet européen. Oui, Ksenia, et vous êtes artiste, vous êtes d'origine ukrainienne, mais ça fait des années que vous avez quitté l'Ukraine. Pourquoi est-ce que pour vous, une Ukrainienne, une artiste qui vit depuis plusieurs années à Paris, en France en tout cas, pourquoi l'art et la culture sont 2 sujets qui sont importants durant la guerre et pendant cette résistance du peuple ukrainien face à l'agresseur? Bonjour Tetiana, merci pour votre invitation. D'une part, je suis ukrainienne, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité ukrainienne
et je garde le lien très fort via mon cercle amical et artistique à Lviv en particulier. Donc, le pourquoi de la culture, eh bien, parce que c'est mon souffle vital, c'est ce qui m'anime, et mon sensibilité artistique est éminemment liée à mon origine, et s'est construite en étant baignée dans la culture ukrainienne, et particulièrement depuis les événements de Maïdan, où j'ai eu un immense plaisir de rejoindre mon cercle amical artistique qui œuvrait avec les événements à travers leur médium artistique pour donner ce message au monde. Et je trouve que c'est un outil extraordinaire qui est la culture, et c'est notre plus précieux trésor parce que c'est notre mémoire. Et donc, ça me semble plus que vital pour préserver notre identité et bâtir l'Ukraine à l'avenir que de prendre soin, bien sûr, de la vie humaine en premier temps, mais étant loin, je ne peux pas défendre mon pays à distance avec les armes. En revanche, je peux prendre soin de ce trésor précieux qui est la culture. Oui, on sent que dans cette guerre que la Russie avait imposée à l'Ukraine, il y a quelque chose qui dépasse justement une volonté de détruire l'État en tant que tel. Il y a quand même cette volonté de toucher à l'identité ukrainienne. C'est ça qui pose problème à l'agresseur, puisque aux yeux du Russe, l'identité ukrainienne, c'est une identité erronée, qui n'existe pas, c'est une identité russe, au fond, c'est une identité russe qui a pris un mauvais chemin, qui est devenue autre et qui est défaillante. Et donc, on sent en fait que là, il y a quelque chose, on touche un point essentiel, et peut-être de loin, c'est pas tellement visible, mais on voit que dans cette démarche de destruction contre les établissements culturels, contre les musées, contre les écoles aussi, contre les gens de la culture aussi, il y a cette volonté d'unifier, c'est-à-dire de faire disparaître cette identité ukrainienne. Vous posez tous les deux, Christian, vous, et Ksenia, vous aussi, de votre côté, la question, en fait, de la destruction de l'héritage culturel ukrainien, comme composante importante de cette guerre, et vous le rapprochez même au problème du crime génocidaire commis par la Russie contre l'Ukraine. Et ma question à vous, Christian, serait: à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que la question de la destruction de l'héritage culturel est un problème important de cette guerre, je dirais pas majeur, mais un problème très important de cette guerre, et pourquoi, et dans quel contexte vous avez commencé à vous occuper de cette dimension de cette guerre? Mais écoutez, ça a commencé d'abord par des rencontres avec Alexandra Matvichuk et des témoignages qu'elle faisait, notamment par rapport aux enlèvements d'enfants. Quand on voyait des enfants ukrainiens arriver dans des écoles russes auxquelles on apprenait de force l'hymne russe, avec certains parmi ces enfants qui refusaient ce geste. Quand on a vu ensuite des vidéos où on voyait des Russes qui brûlaient des livres ukrainiens, il y a un moment donné, on est saisi par l'image et on cherche à comprendre. Et quand j'ai commencé, donc il y a maintenant quelques mois, à travailler sur les destructions de patrimoine, donc on était donc un fait après un fait, donc une destruction de musées, un vol de musée, une destruction de maisons d'artistes, une destruction de monuments commémorant donc la Shoah. Il y a un moment donné où on se dit, mais on peut pas travailler un massacre, enfin une destruction après une destruction, ce n'est pas possible. Il y a une volonté délibérée de faire cela. Ce n'est pas ce n'est pas un crime de guerre. Et quand on essaye de remettre tout cela en perspective en travaillant un petit peu dans, par exemple, les écrits de Poutine, quand on reprend les écrits de Poutine, c'est totalement hallucinant de voir comment tous ces actes-là sont prémédités dans l'effacement de la culture ukrainienne. Mais pas que. On a ça aussi avec la Biélorussie. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est de se rendre compte qu'il y a une chose qui est de voir le crime en tant que tel, c'est une autre chose que de projeter ce crime dans une volonté de destruction d'une identité. Et ce qu'il y a aussi de
de, de prenant dans la situation ukrainienne, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas que les objets proprement ukrainiens qui sont détruits. On a eu l'or des sites, on a des destructions de la culture juive, on a des destructions qui sont liées effectivement donc à la culture ukrainienne proprement dite. On se rend compte que quelque part, on essaye du côté de Moscou de recréer une identité culturelle qui n'existe pas. Cette identité culturelle grand russe. Et c'est véritablement quelque chose qui est, mais je vous dis, qui est effrayant. Oui, donc c'est effrayant et donc ça touche vraiment à une problématique extrêmement importante. Ksenia, nous avons parlé de l'identité. Vous avez dit que vous êtes né à Saint-Pétersbourg et voilà, voilà, que vous avez cette partie de votre identité là. Est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce qu'on vit en fait et comment on perçoit à l'intérieur de soi-même le moment quand on se rend compte que la langue russe, parce que quand on dit Saint-Pétersbourg, on pense tout de suite, n'est-ce pas, à ces grands musées de cette ville russe. On pense aussi à la langue russe. Comment vivez-vous dès l'intérieur, voilà, à l'intérieur de vous, en fait, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, et justement cette tentative de la Russie de faire disparaître justement la culture ukrainienne en tant que telle? Eh bien, je suis très émue de votre question. C'est on va dire, en quelque sorte, une schizophrénie intérieure auquel j'ai dû m'habituer dès le jeune âge, parce que le mariage de mes parents n'a jamais été accepté. Donc ma maman est ukrainienne de Lviv et mon père était russe. Ces mariages, ces liens n'avaient jamais été acceptés en tant que tels dans ma famille maternelle, puisque mon grand-père maternel était un des résistants en début de la Deuxième Guerre mondiale, non seulement à l'occupant allemand, mais aussi à l'époque à l'occupant rouge. Et donc cet homme qui a créé une imprimerie clandestine pour maintenir le lien vivant à l'époque avec ses proches, avec ses compatriotes, voyant sa grande fille se marier avec un Russe, c'est un désastre pour lui. Et donc j'incarne cette impossibilité moi en tant que personne. Et bien le lien familial pour moi n'a jamais pu se faire véritablement. J'ai créé mes liens très forts avec l'Ukraine, ou plutôt à travers des amitiés artistiques qui m'ont permis de me construire en tant qu'Ukrainienne dès le jeune âge, parce que je suis arrivée à l'Ukraine très jeune. J'ai pu lier un amour véritable avec ce peuple, avec ces terres, et j'ai très vite compris que en fait je suis issue de la ville en Russie qui est construite sur les os des gens qui parlent de la même langue que moi, en fait, que cette ville est construite sur les os des Cosaques ukrainiens. C'était de prendre conscience de ça en étant enfant, c'était dévastateur. J'en parle là, je suis extrêmement émue. Et j'ai fait mon choix très jeune, parce que intimement, j'ai très vite compris que la Grande Russie de Moscou est un mensonge, en fait, un mensonge historique. Et étant très sensible à la justice en tant que telle, personnellement, en tant qu'être humain, spirituellement parlant, j'ai compris que je ne peux me positionner des côtés de oppresseurs. Et ayant un amour profond pour la poésie, au travers la poésie ukrainienne, ne serait-ce que dans mon parcours scolaire en Ukraine, j'ai réalisé à quel point cette oppression, elle est sous-jacente à l'histoire ukrainienne. Donc, à Maïdan, quand j'ai vu ces jeunes poètes de l'Est de l'Ukraine être le premier victime, ils lisaient la poésie sur les barricades, je l'ai rencontré, ces jeunes hommes. Et il était le premier victime des tirs sur Maïdan, c'était un effondrement intérieur. Et cette impossibilité d'un mur éternel s'est bâti entre moi et mes origines paternelles. J'ai compris que non seulement je ne pourrais plus jamais parler cette langue,
mais je ne pourrais plus jamais m'y rendre. C'était un choix personnel profond que j'ai inculqué à mes enfants en expliquant du pourquoi, et j'en assume pleinement les conséquences. Mais c'est toujours extrêmement compliqué parce que j'ai gardé le nom de mon père, et quelquefois la douleur que traverse l'Ukraine aujourd'hui inflige à certaines personnes des remarques désagréables à mon nom que je comprends. Mais voilà, ça reste une douleur personnelle, je pense que avec laquelle je devrais vivre jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Oui, donc vous avez voilà tout ce sentiment de déchirement à l'intérieur de vous. Christian, vous avez grandi, vous avez toujours vécu dans ce contexte français, et donc là vous vous intéressez, vous luttez pour voilà pour faire reconnaître les crimes de guerre, les crimes contre la culture, les crimes qui font partie du crime génocidaire de la Russie contre l'Ukraine. Mais dans le contexte français, on imagine c'est pas une tâche facile que d'expliquer ce que c'est déjà la culture ukrainienne. En quoi est-ce que cette culture est différente de la culture russe? Comment la rendre visible? Donc, comment vous pouvez décrire en fait cet état de difficulté en fait d'expliquer que l'Ukraine et la culture ukrainienne, oui, elle existe, oui, elle est différente de la culture russe et elle constitue justement une des raisons en fait de cette volonté de la Russie de nous raser de l'usage de la planète. Ben, en fait, ce qu'il y a donc, et ça, je le retrouve ça aussi dans mon parcours balkanique, c'est qu'en fait, on voit les régions au prisme des États dominants dans la région. C'est-à-dire que quand on parlera de l'ancienne Union soviétique, si je puis dire, on parlera de cette région au travers du prisme russe. Et si on parle de la Yougoslavie ou des Balkans, on parlera au travers du prisme serbe. Et très souvent, donc moi, je m'en étais rendu compte auprès des amis avec lesquels je travaille sur les Balkans. Mais là, je suis revenu à des principes de réalité quand effectivement j'ai commencé à travailler sur ce sujet de la culture ukrainienne, quand je me suis rendu compte, par exemple, que dans la plupart des musées français, les personnes qui s'occupent de culture, entre guillemets, du monde slave, sont des russisants. Je m'en suis rendu compte quand j'ai discuté avec Konstantin Akincha et qu'il m'a expliqué, mais écoute Christian, tu sais, les peintures de Malevich, d'un musée à l'autre, ce n'est pas le même lieu de naissance. Donc, on se trouve, mais c'est très étrange parce qu'en fait, on est du côté de la puissance dominante. Et c'est très marrant parce que quand on prolonge ce débat-là, ça peut interpeller des Français parce que quand j'en ai discuté avec des Ukrainiens qui parlent, oui, on est dans une relation de colonisation des Russes à notre égard, ben, ça parle à des Français parce qu'aujourd'hui, on est dans des démarches de restitution d'œuvres d'art africaines vis-à-vis de pays d'Afrique. Et aujourd'hui, on se rend compte que la captation des œuvres d'art ukrainiennes par les musées russes est aussi dans cette logique-là. Et donc véritablement de russification et de colonisation des espaces. Et là, si vous voulez parler avec des Français, malheureusement, il ne s'agit pas de parler de la destination, mais du point de départ. Et si vous leur dites, voilà, aujourd'hui, vous savez, c'est une entreprise de colonisation de la culture qui se pose, de captation de la culture qui se pose comme nous l'avons fait par rapport en Afrique, là, vous pouvez commencer à intéresser des intellectuels français qui ne sont pas ouverts, par exemple, sur les questions de relations internationales. Et là, c'est quelque chose véritablement, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et vraiment, aujourd'hui, revenir à se dire, ben voilà, vous savez, avant la Russie, il y avait l'Ukraine, revenir sur des principes d'histoire qui sont totalement objectifs et qui sont pas du révisionnisme, ben c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment revenir par rapport à des choses qui interpellent la culture française pour comprendre ce qui se passe au-delà de ses frontières. Oui, parce que c'est comme ça que les gens comprennent de quoi il s'agit, c'est à travers leur propre prisme. C'est tout à fait un point tout à fait intéressant et légitime. Et Ksenia, une question à vous. Vous êtes artiste, vous pratiquez plusieurs choses, sculpture, peinture, photographie aussi. Vous avez traduit certains textes poétiques aussi. Vous avez traduit un film aussi d'un réalisateur ukrainien, donc les sous-titres pour ce film, Mikhailo Khlupyevsky, c'est un réalisateur connu d'ailleurs en Ukraine. Et une question à vous, donc quand on regarde ce qui se passe, vous êtes en France tout ce temps-là, est-ce que vous avez senti
qu'avec la grande invasion russe, après février 2022, il y a d'une manière ou d'une autre plus d'intérêt pour la culture ukrainienne que l'on observait avant toutes ces années, tous ces événements tragiques. Est-ce que est-ce que la culture ukrainienne suscite plus d'intérêt, portée sur les épaules en fait bien sûr des soldats ukrainiens de toute la société qui avait traversé les premières épreuves de cette grande agression, qui a résisté, qu'aujourd'hui, grâce à cela, il y a quand même plus d'intérêt, de curiosité par rapport à la culture ukrainienne qu'il n'y avait il y a 10 ans, par exemple. C'est incontestable, bien entendu. En arrivant en France, je me suis rendu compte à quel point nous avons vécu dans un isolement terrible derrière ce mur, non pas seulement de Berlin, mais le mur bien encore plus solide de cette dominance de Moscou dont parle Christian. En fait, c'est ce prisme de dominance de Moscou. Et c'était une grande douleur et une vraie difficulté de pouvoir systématiquement prendre le temps à expliquer aux gens que non, je suis pas russe, je suis ukrainienne. Et donc, ne serait-ce que déjà avec le Maïdan, non pas l'intérêt, mais en fait, les gens furent dubitatifs autour de moi, en fait. Ils ne comprenaient pas. Et je remarquais que dans mon entourage, certains ont commencé à se poser des véritables questions. Eh bien, qu'est-ce qui se trame et déjà se pencher un peu plus sur la question de cette différenciation entre la Russie de Moscou et l'Ukraine. Et c'est là où j'ai pu entamer des premiers véritables dialogues. N'empêche que je me suis retrouvée une fois de plus très isolée parce que je savais que la guerre a démarré et les Français autour de moi n'étaient pas encore conscients. Le mot guerre était trop fort pour eux pour décrire ce qui s'est passé dans l'est de l'Ukraine. Et donc, avec le début de l'invasion à grande échelle, j'ai pu rencontrer le nombre de personnes plus important. Je collaborais avec les journalistes. Donc, ça m'a donné la possibilité d'échanger avec un cercle élargi de Français. Et le fait que les chaînes de radio françaises ont commencé à diffuser des informations concernant les artistes ukrainiens, les compositeurs, les cinéastes. D'un coup, l'audience fut agrandie. Et bien, mais c'était terrible de me dire qu'il a fallu ce drame humain pour en arriver à enfin avoir la tribune que nous demandions depuis 30 ans. Nous demandions à nous faire entendre depuis 30 ans, modestement, peut-être maladroitement, mais elle a enfin été donnée sur cet îlot flottant sur l'océan de sang, en fait. Et j'ai pu véritablement échanger sur le fond de ce que j'ai essayé de dire à mon entourage qu'à partir de 2022, c'est vrai. Donc, il y a une lassitude qui s'est installée avec la guerre, les combats, on va dire, au sol, parce que les gens sont pris dans leur quotidien, dans leurs soucis quotidiens, dans leur réalité, en fait. Donc, voilà, ça s'est un peu émoussé et je retrouve l'intérêt, on va dire, vif et actif au sein de cette association qui me fait un grand bien, parce que là, on peut maintenir le débat, et non seulement les débats, mais une véritable action. Et ce qui me permet à nouveau de réitérer le dialogue dans mon entourage français pour dire, voilà, il se passe ça, nous essayons de mettre en place des choses pour que l'avenir soit différent, et puis ça maintient la question vivante. Mais hélas, dans les circonstances dramatiques. Les circonstances sont dramatiques et l'activité de cette association pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre. Christian, je m'adresse encore une fois à vous. Il y a des démarches très concrètes par rapport à cette problématique de l'héritage ukrainien détruit dans cette guerre et par les troupes russes. Est-ce que vous pouvez décrire en quoi consiste la démarche
pour alerter les esprits et pour mettre en fait en lumière tous ces aspects qui sont peut-être moins connus par le public français que les crimes, les bombardements réguliers qui ont lieu tous les jours dans tous les territoires, Est, mais aussi le Sud, mais aussi le Nord, souvent la capitale aussi, parfois les villes de l'Ouest. À quoi consiste votre démarche aujourd'hui pour rendre visible en fait cette destruction de l'héritage culturel ukrainien? Écoutez, ça a commencé d'abord par des bombes. Moi, l'un des points qui m'a le plus frappé, c'était le bombardement du théâtre de Mariupol avec des personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur, avec une situation dans laquelle, sur les jardins autour de ce théâtre, il était écrit clairement qu'il y avait des personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur. Donc, on était véritablement sur un crime, sur un crime totalement hallucinant. Et par la suite, quand j'ai commencé un petit peu à regarder tout ça, je me suis dit d'abord, je ne suis pas là parce que j'étais enquêteur sur les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie. Et donc, c'est un sujet que j'avais discuté donc avec Alexandra Matvichuk pour lui faire un petit peu part de mon expérience sur les Balkans pour qu'elle prenne la mesure de ce qui se passait en Ukraine. Et quand j'ai commencé à m'intéresser sur cette destruction du patrimoine culturel, la première chose que j'ai faite, c'était d'abord d'avoir un échange avec l'UNESCO pour voir comment l'UNESCO travaillait sur le sujet ou pas, parce qu'effectivement, avec les organisations internationales, on peut le voir avec l'UNICEF, on peut le voir avec le CICR, il y a quand même des manquements de leurs actions sur le terrain par rapport aux différents crimes de guerre qui sont constatés. Et avec l'UNICEF, j'ai eu un débat différent, c'est-à-dire que par exemple, ils m'ont dit, non mais vous savez, Christian, les crimes de guerre, les crimes liés au patrimoine culturel ukrainien, ça date pas de 2022, ça ne date pas de 2015, ça date de 1991, puisque depuis l'indépendance de l'Ukraine, la Russie refuse de remettre à l'Ukraine des œuvres d'art ukrainiennes parce qu'ils considèrent que les Ukrainiens n'ont pas les titres de propriété de ces œuvres d'art. Donc déjà, je me suis dit, mais merde, je ne suis pas sur le moment présent, je suis déjà sur un acte délibéré de la part de Moscou de revendiquer dans son héritage quelque chose qui ne l'est pas. Donc ça a été déjà le premier sentiment qu'il y avait quelque chose quand même qui était important. Puis par la suite, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une chose de travailler crime de guerre après crime de guerre, c'est une autre chose de la remettre en perspective. Et ce dont on s'est rendu compte avec les personnes avec lesquelles je travaille au niveau de pour l'Ukraine, indépendamment de Xenia, donc il y a aussi Florence Hartmann, on s'est rendu compte que là où les Ukrainiens étaient effectivement dans l'urgence de travailler sur la spoliation de tel ou tel musée, quand on a commencé, nous, avec le recul, parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas encore sous le tir tous les matins des drones ou des missiles, quand on a commencé à regarder un petit peu du côté russe ce qui se passait, on s'est rendu compte de toute cette préméditation du crime. Au-delà des discours de Poutine, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait, par les actes législatifs pris par la Douma, par l'organisation qui a été mise en place autour du ministère de la Culture, toute une préparation de ces actes de spoliation, de cette destruction de la culture. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, effectivement, quand on a vu il y a quelques semaines le film du Kyiv Independent qui racontait le vol des musées de Kherson, on a tout de suite échangé avec l'équipe d'investigation du Kyiv Independent parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des informations complémentaires par rapport à ces actes criminels. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, le travail que nous faisons en tant que pour l'Ukraine, c'est un travail qui est parfaitement complémentaire du travail qui est fait par les différentes parties prenantes ukrainiennes, parce qu'aujourd'hui, le génocide culturel n'existe pas dans le droit international. C'est bon, pour des raisons X ou Y qui n'existent pas. Mais par contre, aujourd'hui, on voit très bien que tout ce qui se passe sur le terrain contribue au crime de génocide commis par les Russes vis-à-vis de l'Ukraine. Que ça soit par le biais des enlèvements d'enfants, que ça soit par le biais des viols de femmes, que ça soit par le biais de la destruction du patrimoine culturel. On a tellement d'éléments qui font qu'aujourd'hui, bon, si le génocide culturel n'existe pas dans les textes, on peut en tout cas prouver que ce qui se passe dans le domaine de la culture contribue au crime de génocide dans sa version globale commis par les Russes ou la Russie à l'encontre de l'Ukraine.
Oui, on parle de génocide parce qu'il s'agit de, voilà, de faire disparaître en fait cette identité culturelle, mais culturelle, ça veut dire humaine, ça veut dire cette identité qui est là. Et donc l'exemple du musée de Kherson est tout à fait exemplaire. Nous nous sommes rendus à Kherson, nous avons vu de nos propres yeux ces musées dévastés en fait. Et donc c'est très important que de se rendre compte que c'était pas du tout une éventualité ou quelque chose qui n'était pas prévu, c'était une action préméditée. Ça donne toute une autre dimension en fait à ce que nous observons ici sur le terrain. Et Xinia, vous êtes en contact, on peut imaginer, vous l'avez dit aussi, qu'il y a quand même cette intensification de la vie culturelle, de l'intérêt pour l'Ukraine. Vous êtes en contact avec des artistes ou des gens de la culture ukrainiens qui se rendent de temps en temps en France pour telle ou autre prestation, pour tel ou autre débat, pour telle ou autre action culturelle. Qu'est-ce que vous sentez dans ces gens-là quand ils arrivent en France? Est-ce que cette expérience-là qui est à la fois la vôtre, parce que vous êtes ukrainienne, vous sentez, voilà, vous avez cette sensibilité d'artiste qui vous rapproche à cette expérience-là de guerre, ou est-ce qu'il y a des rapprochements aussi, des écarts entre cette expérience d'une personne qui est ukrainienne, qui se considère ukrainienne, qui traverse cette expérience très difficile de la guerre, mais qui se trouve physiquement, la plupart du temps en tout cas, loin de champs de bataille? C'est évident et j'ai la mesure, ce fossé qui nous sépare malheureusement. Euh, je dirais que ça accentue encore plus mon sentiment d'exil parce que curieusement, je me suis rendue en Ukraine en 2022, l'été 2022, juste après les bombardements de Mariupol. J'ai éprouvé une nécessité vitale d'aller embrasser les miens, d'aller voir les gens que j'aime, les artistes que j'estime. Euh, euh, nos expériences elles sont très différentes et très difficilement conciliables, je dirais. Euh, je connais les artistes qui se sont rendus volontairement sur le front parce que nous nous connaissons, vous comme moi, Tatiana et Christian probablement aussi, que la particularité de cette guerre que la Russie mène à l'Ukraine, non pas seulement depuis 2014, mais c'est bien plus archaïque et plus ancien que ça, et que cette guerre vise l'élite ukrainienne. Et c'est l'élite ukrainienne depuis toujours qui est la première à se lever pour défendre l'Ukraine, parce que elle a conscience de cette identité viscérale qui est visée au niveau viscéral. Et donc certains artistes qui se sont rendus sur le front désormais témoignent de ce dédoublement quelque part euh, en mise à distance de leur art et l'impossibilité de créer dans ces circonstances parce que toute l'énergie vitale est concentrée pour défendre physiquement leur droit d'être. Mais ces témoignages ils sont très prenants parce que en fait, la contemplation, elle est là et le besoin créé est là, mais l'énergie vitale est ailleurs. En revanche, d'autres artistes qui sont pas physiquement impliqués dans les combats, qui sont mes connaissances, du moins je parle de mon expérience personnelle, toute leur énergie vitale est démultipliée au contraire dans la création et surtout dans leur action citoyenne pour soutenir ceux qui sont au front. Euh, et donc, obligatoirement, il y a un fossé qui nous sépare parce que eux, étant impliqués, leur perception face à la guerre n'est pas la même que la mienne. Moi, j'ai fort sentiment que chaque information sur les bombardements me terrasse. J'ai l'impression d'être plus inquiète et plus abattue par moments par les informations et plus touchée que les gens qui sont directement en prise avec cette réalité-là. La distance crée ces fossés. Et donc, moi, j'ai créé avec la distance et la douleur personnelle qui en découle. Mais
tout un cycle de mes aquarelles liées au début de la guerre et photographiques et les autoportraits qui sont faits dans ces contextes-là en témoignent de la proximité spirituelle et émotionnelle, mais l'incapacité d'y être. Et donc, bien sûr, les expériences ils sont très différentes et il va falloir beaucoup de temps, je pense, par la suite et beaucoup de le fait de cultiver le lien pour nous rapprocher. Ceux qui ont, je parle d'artistes, mais globalement même les citoyens qui ont vécu la guerre en direct et qui ont vécu la guerre à distance. C'est un travail qui me semble indispensable à faire dans l'avenir pour nous réconcilier quelque part avec cette réalité de la guerre vécue différemment. Oui, oui, à l'avenir, on peut projeter ça, mais la condition à toute cette démarche serait que l'Ukraine continue à exister et que, en tant qu'État indépendant, que les gens soient là et que un point d'interrogation. Actuellement, on se parle au moment où on approche, en fait, la troisième triste anniversaire de la grande invasion russe, qui, bien sûr, n'est pas le début de la guerre. La guerre avait commencé bien avant. Mais là, il y a point d'interrogation sur l'avenir de l'Ukraine. Christian, en revenant à ce sujet de la poursuite possible dans l'avenir de la Russie pour ce crime de génocide culturel, comment peut-on envisager concrètement de présenter en fait et de rendre visible en fait ce crime? Quelles sont les démarches concrètes que vous faites personnellement pour le faire réel un jour? En fait, c'est vrai que nous sommes à un moment critique, parce qu'on le voit très bien, très clairement aujourd'hui quand on demande, quand on voit effectivement le président des Américains discuter sans complexe avec le pseudo-président de la Russie. Toutes les bases du droit international aujourd'hui sont ébranlées. Donc, nous travaillons dans un premier temps à la saisine de la Cour pénale internationale sur justement sur les entraves qui sont portées à la Convention de La Haye par les Russes. Mais quand on voit aujourd'hui la façon dont on essaye du côté notamment américain, mais là c'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant, comment on essaye aujourd'hui de démanteler les bases du droit international, ça devient véritablement deux mondes parallèles, parce que très clairement on a des bases juridiques pour déposer des communications auprès de la Cour pénale internationale concernant les faits menés par la Russie en Ukraine. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Kherson. C'est extraordinaire de voir que quelques jours avant le vol des musées de Kherson, la Douma votait une loi permettant donc le rapatriement des biens culturels de Kherson vers Sébastopol, parce que il y avait la menace de l'offensive ukrainienne. Ce sont des textes qui, d'un point de vue juridique, prouvent la préméditation du crime. De la même façon, quand on a une constitution russe aujourd'hui qui reconnaît comme russe la Crimée et les 4 territoires du Donbass, c'est une entrave au droit international, une entrave telle qu'il y a eu des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui reconnaissaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, on est vraiment dans un moment totalement schizophrénique où il y a des bases de droit international que nous voulons défendre et que nous voulons faire appliquer à un moment où on essaie de nous dire, ben non, en fait, c'est pas là que ça se décide. Donc, ça veut dire que si demain, on peut imaginer que demain, le MoMA aux États-Unis recevra de la part de Moscou une exposition d'œuvres d'art ukrainiennes. Pourquoi pas? On en est là. Quand on voit que, par exemple, comment le directeur du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, au moment de l'exposition de la collection Morozov à la Fondation Vuitton, disait « Enfin, le drapeau russe flotte sur le bois de Boulogne », alors que dans cette collection, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 tableaux sur lesquels il n'y avait pas de droit de propriété, et que donc on a 3 tableaux qui n'ont pas pu être renvoyés en Russie, parce qu'on s'est rendu compte, grâce ou malheureusement ou à cause de cette intervention du 24 février 2022, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans l'exposition des tableaux dans cette exposition.
c'est quand même fabuleux, quoi. Mhm. Donc c'est ça, c'est voilà, il est évident que la Russie utilise la culture comme une arme, et donc même si on pourrait imaginer par exemple une espèce de fond de guerre qui est discuté aujourd'hui, je sais pas, on parle de cessez-le-feu ou de gel de la situation, ou bien même si on imagine la libération de tous les territoires ukrainiens, comment agir pour restituer les collections du musée, n'est-ce pas? Donc, grande question, parce qu'ils seront toujours en possession russe quelque part. Comment faire de la sorte que de les faire rentrer et puis de les faire reconnaître en tant que les œuvres d'art ukrainiens. Donc, c'est un immense champ de travail qui s'annonce et qui va durer, on peut prévoir d'ici là des décennies après la fin de cette guerre, s'il y a une fin déjà à cette guerre où l'Ukraine garde son indépendance et ses territoires, ou bien une partie de ces territoires-là. Et on voit, voilà, vous voulez dire aussi qu'il y a tout ce danger-là que de porter des coups à des bases, c'est-à-dire à des bases de la loi internationale et puis de la reconnaissance des frontières et de la propriété intellectuelle et créatrice, tout ça, ça pose d'énormes problèmes et ça nous concerne tous. Dernière question à vous, Ksenia. Euh, on est dans la phase extrêmement difficile de cette guerre, puisque on parle de cessez-le-feu, on parle de pourparlers, on parle de négociations. Tout ceci n'est pas très clair. En fait, comment est-ce que la guerre puisse se terminer? Mais j'imagine que vous, comme artiste, vous gardez malgré tout à l'intérieur de vous cette force, en fait, cet espoir-là. Donc, je posais la question, comment est-ce que l'art peut nous aider à tenir, même pendant la guerre, et même en étant à l'intérieur de cette guerre aussi cruelle et génocidaire aussi, comme on l'avait dit. Euh, c'est peut-être la seule chose qui me permet de tenir. Vous savez, je récite à l'intérieur de moi le poème qui s'appelle Herbe de Choubaï, si vous me permettez de le citer, comme une prière. euh, depuis 24 février particulièrement, parce qu'il parle de cette irrépressible vérité de l'être que nul ne peut faire disparaître. Et il est évident que nous sommes dans une phase d'une vérité non seulement pour l'Ukraine, mais je dirais pour l'avenir de l'existence de l'Europe. Euh, face à, face à d'autres puissances dont on partage le continent, entre autres. C'est un moment de vérité qui se présente à nouveau devant l'Europe, puisqu'il s'est présenté déjà dans les années 30 du siècle dernier, et nous sommes à nouveau dans ces virages-là, où c'est clairement nos positions communes qui permettront d'échanger des boucles et, et partir sur une histoire possible de notre civilisation, à nouveau possible, parce que honnêtement, comme évoque très bien Christian et Alexandra Matvichuk à la longueur de ces conférences, tout le droit international actuellement est mis en branle, il est remis en question. Or, c'est ce droit international qui a permis d'être les barreaux d'échelle, en fait, les garde-fous de notre civilisation. Donc, tout cela est remis en question. Et c'est un moment de grande fragilité, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe, pour nous tous, et je dirais même pour le monde, en fait. Et donc, l'art, pour moi, c'est le axe qui me permet de tenir debout et d'y croire, parce que cette vérité à travers l'art, elle est exprimée d'une manière tellement authentique qu'elle ouvre directement la voie au cœur de tous. Et si vous me permettez de citer quelques mots de Choubaï, vous connaissez sans doute le poème.
Il le décrit très bien. Et depuis ce poème est devenu ma prière. Je suis herbe ancestrale, herbe sauvage, herbe jusqu'au brin arraché, jusqu'à la tige piétinée, et pour finir abreuvée du goudron chaud, sous lequel je semblerais enterrée pour toujours. Mais ce matin, j'ai fracassé vos asphaltes. Je pousse, et voilà que je vous arrive à la taille, je pousse. Et voilà que je vous arrive jusqu'au cou, je pousse, et voilà que je vous arrive jusqu'aux yeux, et je vous adresse un regard prophétique. Eh bien, nous sommes dans le moment de ce regard prophétique. Et Chubay, qui était visionnaire dans les années 60-70, il a posé ces questions-là. Et je suis d'accord avec lui, il y a une vérité qui ne peut être anéantie. Elle peut être fragilisée, comme aujourd'hui, mais elle ne sera jamais anéantie. Et c'est ma conviction profonde. Oui, il y a toujours cet espoir de la régénération, la renaissance, la palingénésie qui est là dans ce vers de Chubay et qui a toujours été dans la culture ukrainienne, dans la littérature ukrainienne, dans le hymne ukrainien. On dit aussi que l'Ukraine n'est pas morte, n'est pas encore morte, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours la vie qui gagne sur la mort. Quand on parle de la culture ukrainienne, de la nation ukrainienne. Merci beaucoup, Ksenia. Merci beaucoup, Christian, pour cet entretien. Merci beaucoup pour vos actions aussi en faveur de l'Ukraine et en faveur de la culture ukrainienne en France. Merci beaucoup. Merci à vous, Tatiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Christian Castagna, politiste français, et Ksenia Kravtsova, artiste ukrainienne. Christian et Ksenia sont tous les deux membres de l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. Ils animent le groupe de travail en charge des investigations relatives à la destruction du patrimoine culturel ukrainien. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.